Bien. Je ne sais pas à qui s'adressait le président de la commission gouvernance. Je demandais l'avis de sa commission, mais j'ai l'impression qu'il répondait déjà à ce qu'il pense que nous allons dire. J'avais l'impression, en l'écoutant, qu'il parlait du compte administratif 2022, qui semble connaître que nous ne connaissons pas, et le moment venu, j'espère qu'on va nous le présenter et nous pourrons en débattre, pour savoir comment vous terminez votre compte. Est-ce en déficit, vous avez l'habitude, ou bien est-ce en excédent? En tout cas, les comptes administratifs que nous avons eu à connaître jusqu'à présent, les mandatures précédentes, même y compris celui que vous avez présenté pour 2021, ils étaient terminés en excédent. C'est ça la réalité que vous avez élaborée vous-même. Maintenant, nous débattons, me semble-t-il, sur les orientations budgétaires 2023. C'est daté. C'est un exercice auquel on est obligé de faire depuis la décentralisation avant le vote du budget. J'ai vu que le rapport introductif, quand je l'ai lu, ensuite que j'écoute, j'ai l'impression qu'il a été écrit à deux mains. Il y avait une main pour la partie programmatique et puis une main pour la partie purement budgétaire. L'impression que j'ai eue. Et j'ai senti un petit peu l'embarras de notre rapporteur lorsqu'il a terminé la longue partie programmatique. Je l'ai entendu dire, mais ce n'est pas écrit dans le texte, mais je l'ai entendu dire, il faut au moins 15 ans pour réaliser tout cela. C'est ce cas significatif. Or, nous sommes le débat d'orientation budgétaire de 2023. Eh bien, la main qui a écrit la partie programmatique est une main très optimiste. Celle qui a écrit la partie budgétaire un peu plus pessimiste et même peut-être à la limite un peu plus réaliste. Si nous examinons la partie programmatique, je ne vais pas entrer dans tous les détails, je vais laisser la place pour mes collègues après. La première chose qui frappe, c'est que c'est un programme pharaonique, comme d'habitude, mais non chiffré. Il n'y a aucun chiffre. Alors, il y a beaucoup, et je remercie, on reprend tous les dossiers que nous avions commencé à étudier, qui étaient donc dans les cartons que nous avions étudiés. On nous a fait l'amitié de les citer, ils sont tous là. Ils étaient déjà étudiés, chiffrés, certains d'ailleurs auraient pu déjà commencer. Il est déjà finalisé, j'ai vu qu'on les reprend tous. Très bien. J'apprécie cette continuité, sauf un, où j'en regrette un peu. Je sais que le président du conseil exécutif est résolument contre. Le viaduc que le Fond-Laillé est passé par perte et profit. J'espère que vous avez payé quand même les études, puisque les études ont été menées après un concours d'architecture. Je rappelle que ce projet était réclamé par des maires du Nord-Caraïbe, dont celui de Shelcher, qui avait fait l'étude de faisabilité avant la création de la CTM. Maintenant, c'est votre choix, mais je voulais le noter. Je note qu'il y a beaucoup de projets annoncés, même des projets qui sont déjà réalisés. Je prends un exemple. Vous parlez de l'Observatoire pour l'emploi et la formation. Eh bien, il en existe déjà un, il s'appelle l'OREF. Il est géré par un satellite qui s'appelle la GEFMA. Et d'ailleurs, c'est le produit de ces études qui nous permet à la fois chaque année de faire remonter des chiffres pour une évaluation de la politique de formation professionnelle faite jusqu'à 2021. Et c'est ces travaux-là qui permettaient de bâtir les projets de formation, les programmes territoriaux de formation professionnelle pour adultes, formation tout au long de la vie. J'ai vu que depuis 1 an et demi, on n'en parle plus. Aucun programme n'a été présenté devant notre plénière de programme d'action collective. Je l'ai dit hier, je le répète, parce que quand je l'ai dit, le PCE était sorti, je le redis là. Et même j'ai vu dans le programme, on ne le cite même pas. On parle d'éducation-formation, mais la formation professionnelle tout au long de la vie, je ne connais pas quelles sont les ambitions de ce qui est prévu pour 2023. Je trouvais cette absence malgré qu'on a repris tout l'ensemble de ce qu'il faisait. Mais également, vous avez, et c'est votre droit, annoncé tout votre programme qui était dans votre programme électoral. Et quand on le lit, on a l'impression que vous allez le réaliser en 2023. Mais c'est comme je n'ai pas chiffré, on ne sait pas si c'est réaliste. Et en même temps, vous annoncez, je vous donne un exemple,
qui est un peu sidérant. Dans tout votre programme-là, vous annoncez par exemple l'avenir prestigieux que vous réservez pour le LTA, le laboratoire territorial d'analyse, puisqu'à côté, vous allez créer d'autres laboratoires, etc. Je vais vous faire remonter une information, et je parle sous le contrôle de la collègue qui présidait le groupe diagnostic. Nous avons, le groupe de travail diagnostic du Congrès, nous avons reçu la direction du LTA, qui nous a décrit une situation catastrophique. Catastrophique. Dû au fait que l'ex-conseil général avait choisi d'implanter le LTA à côté d'une industrie polluante, une distillerie. Et tous les gaz brûlés qui émanent de cela détruisent tous les appareils. Lorsque nous sommes arrivés en janvier 2016, cette construction était largement entamée. La seule directive qu'on nous a donnée, il faut vite l'achever pour ne pas perdre des fonds européens. Donc c'était déjà entamé, les choix étaient déjà faits. Je ne sais pas si le président est au courant, mais ce laboratoire est dans triste état. Il y a un risque qu'il perde tous ses agréments COFRAC, en particulier, et tous les agréments qui lui permettent de faire des analyses crédibles. Et vous savez combien ça va coûter, ce laboratoire? Je suis allé regarder dans les archives, 12 millions. Et vous savez la requête actuellement que nous faisons sa direction, vous dites il faudrait le déplacer. Donc, je voulais relayer cette partie-là, parce que j'ai vu que vous en parlez, mais on en parle à la fois dans l'ADM, je vais revenir là-dessus, et pas tout dans l'autre point, mais vous en parlez également pour les précisions. Alors ça, c'était pour la première main, donc beaucoup de programmes, c'est ambitieux, on n'a rien à dire si on arrive à faire tout ça, puisque tout ça représente des besoins. Maintenant, il y a la deuxième partie. La deuxième partie, et c'est une autre main qui l'a écrite, et je pense que le conseiller des Affaires financières, que l'appelle pour l'embêter, le ministre des Finances était à la manœuvre là, parce qu'il est plus réaliste, voire pessimiste, et je vois que le pessimisme est décrit, a été repris par le président de la Commission des Finances. Alors, depuis lors de la présentation du compte administratif 2021, on nous parle de déficit masqué, on nous a accusés, mais c'est resté masqué, et même dans le rapport là, on n'a pas donné beaucoup de précisions, parce que ça m'intéresse de savoir. Je ne comprends pas comment vous terminez, les comptes administratifs sont en excédent. Après l'examen fait par la Chambre régionale des comptes sur la période de la mandature d'Alfred Marie-Jeanne de 2015 à 2020, on reconnaît que ça s'est terminé en excédent, qu'il a mené un redressement, compte tenu de la situation catastrophique qu'il a hérité de l'ex-région et de l'os. Tout ça, je cite là de mémoire le rapport de la Chambre régionale des comptes qui constate qu'il y a eu des redressements et que les comptes qu'on vous a livrés en situation excédentaire. On me parle maintenant de déficit masqué. Le terme masqué, je ne sais pas si c'est un concept comptable. Alors, on donne quelques exemples, et je vais rester sur deux exemples. On parle de dette du SMTCSP, le syndicat mixte du transport collectif en site propre. Je rappelle qu'à part une espèce de démocratie assez curieuse, c'est un de vos amis politiques qui le présidait sous la mandature dernière. Alors je dis que démocratie assez curieuse parce que nous sommes arrivés à installer à la CTM que la représentation se fait à la proportionnelle dans les organismes extérieurs. Et nous avions respecté ça. Par contre, dans les EPCI, cette méthode n'est pas appliquée. Et le syndicat mixte du TCSP était composé avec deux actionnaires, la CACEM et la CTM. La CACEM n'a désigné que des membres de sa majorité. À la CTM, c'était proportionnellement majorité et opposition. Ce qui fait qu'à l'intérieur du conseil syndical, l'opposition au sein de la CTM s'est trouvée majoritaire au syndicat mixte, et c'est une tendance qui est dans la minorité à la CTM qui préside le syndicat mixte. Nous ne sommes pas responsables de leur comportement, de ce qui s'est passé sur la Bishop. Il y a des dettes qui ont été laissées, des gens qui se plaignent, et le syndicat mixte devait assumer.
Maintenant, on me parle de dette du syndicat, mais je ne sais pas vis-à-vis de qui. Ce que je sais, c'est qu'il y avait une dette régionale, un emprunt régional qu'on avait camouflé pour l'enlever des comptes de la région, on l'avait mis dans les comptes du syndicat mixte, et qu'une fois que la CTM a créé, on a dû réintégrer cette centaine de millions, 111 millions de mémoire, dans les comptes de la CTM qui est venue alourdir le montant de l'emprunt, et on nous le reproche maintenant. Mais ce n'est pas nous qui l'avions externalisé pour le mettre au syndicat mixte. Maintenant, ma question, on me parle de dette, je pose une question de savoir lesquelles, de quoi il s'agit. Est-ce que le syndicat mixte existe toujours? Parce que, en plénière ici, la CTM, l'Assemblée de Martinique, avait décidé de se retirer du syndicat mixte et demander au préfet, puisque c'est un arrêté préfectoral qu'il avait créé, par la liste des formes, au préfet de liquider. Question, est-ce que le syndicat mixte existe toujours? Alors, s'il est liquidé, c'est à ces deux actionnaires qui doivent assumer un passif si un passif est intéressé. On ne nous donne pas d'informations précises là-dessus. Donc, je demande des précisions sur le devenu du syndicat mixte, savoir quelle est la part du passif qui est serait imputé au premier actionnaire le plus important, qu'est la CTM, quelle est la part pour l'autre actionnaire. Une autre question, on me parle du loyer impayé de la M2P. La M2P, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Agence martiniquaise des performances professionnelles. C'est un établissement public administratif qui devait s'occuper de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Ça s'appelait EPA-OFE, qui avait été créé par la région un petit peu dans la dernière année de sa mandature. Et ça avait été voté donc par la majorité de l'époque, d'avant 2015. Et on avait créé donc cet établissement public. Son objectif, c'était d'externaliser toute la compétence formation, tout le service de formation de la région, plus la GEFMA, on le faisait disparaître, et ça devenait une agence AM2P. Le président qui avait été désigné, qui était un membre de la majorité de l'époque, il n'est plus des nôtres ici, il n'est pas été réélu. Écoutez bien, je donne des informations, des faits pour lesquels j'ai les preuves. Le 4 décembre 2015, 2 jours avant l'élection du premier tour, est allé signer un bail de location avec le centre d'affaires de la Pointe-Simon, le CAPS, qui gère la tour Lumina. Ils ont loué 2 étages, sans avoir reçu délégation de signature, délégation pour aller le faire, du conseil d'administration de la MDP, ni de la plénière de la région. Je ne sais pas si le président du conseil régional de l'époque avait mandaté. Donc cet ancien élu a signé sans mandater, donc personnellement. Il a pris des engagements. Et vous considérez que cet engagement engage la CTM? Et vous considérez que c'est des dettes parce que le propriétaire de la tour n'arrêtait de demander son loyer? Mais à qui il le demandait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait signé un contrat avec lui? A-t-il demandé à celui à qui il a signé le contrat? J'ai eu à présenter un rapport ici au sujet de la N2P et l'Assemblée de Martinique, en 2016, a voté une délibération pour dissoudre cette agence qui avait été créée par le Conseil régional. Cette AM2P n'existe pas. Elle n'existe plus. Et comment vous pouvez me dire que l'Assemblée qu'il avait créée a des dettes concernant son loyer? Donc c'est pourquoi que ce début qui est masqué, je demande qu'on le démasque et qu'on nous produise des éléments. Maintenant, j'ai entendu parler d'électricité, etc., que depuis 2 ans, vous ne payez pas l'électricité. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Effectivement, nous avons reçu en audition le directeur de EDF, ce que, en tout cas, je ne vais pas donner de détails, le faire parler, vous allez l'interroger vous-même, mais il y a une modalité, vous payez
Ce n'est que très récemment que EDF envoie ses factures suivant les modalités de dématérialisation des factures. Hein. Parce que j'ai eu à connaître telle ou telle facture qui n'est pas payée, par exemple pour l'éclairage public, donc je m'occupais à la CTM, c'est parce que les factures n'étaient pas adressées au bon endroit. Mais dès lors qu'on avait connaissance, on rétablissait parce que sinon EDF a un pouvoir, celui de couper. Maintenant, je ne suis pas au courant, puisqu'on s'adressait à moi, d'autres factures qui auraient été planquées tel endroit. Bien, donc je ne suis pas au courant. Maintenant, je termine, je vais laisser de la place pour mes collègues, je termine en reposant les questions. Est-ce que le TCSP existe encore? Est-ce qu'il a déjà été liquidé? On nous avait donné une information que le préfet avait nommé quelqu'un comme liquidateur. Est-ce qu'il existe toujours? Et s'il n'existe plus, il y existe un autre satellite dont vous ne parlez pas dans votre rapport. La Société publique locale de transport de Martinique, SPL Transport de Martinique, parce que sous la région, on avait créé beaucoup de satellites. Celui-là, comme tous les SPL, pour exister, avait besoin au moins de 2 actionnaires. Alors le premier, c'était la région. Le second, c'était le syndicat mixte. La région ayant disparu, c'est donc la CTM qui est actionnaire. Volontairement, je me suis désigné, au nom du groupe, je vais au conseil d'administration de Martinique Transport. Et à chaque fois, je pose la question, autour de la table, où est le représentant de l'autre actionnaire? Je n'ai jamais vu de représentant de l'actionnaire. Or, une SPL ne peut pas fonctionner avec un seul actionnaire, il faut au minimum 2. Et le syndicat mixte n'a jamais été représenté autour de la table au conseil d'administration. Alors, est-ce qu'il existe? Est-ce que l'SPL a une base légale toujours? Parce que j'entends, et nous sommes convoqués en réunion du conseil d'administration vendredi, après-demain, pour débattre de quoi? D'une convention que la CTM donnerait, alors qu'on n'a pas débattu de ça encore ici, pour que la SPL Transport de Martinique réalise l'extension ouest du TCSP. Nous avons besoin de comprendre. Alors, ma question, est-ce que la SPL Transport de Martinique a toujours sa base légale? A-t-il 2 actionnaires? Comment se fait-il qu'ils nous font examiner une convention pour l'extension ouest, alors que je vous rappelle, et je termine là, la CTM avait passé, sous la mandature précédente, un contrat de groupement de commandes avec Martinique Transport. Martinique Transport est pleinement compétente dans les transports. C'est Martinique Transport qui a la compétence transport. Elle a passé une convention de groupement de commandes avec la CTM pour demander, en désignant la CTM comme coordonnateur de ce groupement de commandes, pour que la CTM mène des études pour l'extension du TCSP dans les 3 directions vers le nord-atlantique, jusqu'au Robert, vers le sud Caraïbes, jusqu'à Rivière-Salée et le nord-ouest vers Shelcher. Cette étude a été menée, elle a été approuvée, elle est passée dans le CNDP. Maintenant, je découvre que l'on va confier à SPL Transport de Martinique. Pourquoi je pose des questions? SPL Transport de Martinique existe-t-il toujours? J'en ai fini. Merci.